Ça, c'est une bonne question. Ça dépend des gens, je pense. Ça dépend des personnes. Parce qu'on peut considérer que produire une musique devant plein de spectateurs, ça leur apprend aussi quelque chose. Et apprendre aux gens, c'est se produire aussi un peu. Ce qui est sûr, c'est que moi, dans ma conception en tout cas de la musique, il y a l'aspect création, que j'aime beaucoup. Donc le fait de composer, tout ça. Là, il y a l'aspect interprétation. Et il y a l'aspect transmission. Oui. Voilà, donc l'avant, le pendant et l'après. Pour moi, tout ça, c'est une seule et même démarche. Mais je peux concevoir, notamment par manque de temps, par exemple, que des musiciens se disent moi, voilà, je veux faire un seul de ces 3 trucs-là. Et ça me suffit amplement, ou j'ai pas le temps de faire autre chose, etc. Vous avez dit lors d'une de vos interviews qu'un point commun que vous aviez avec certains de vos associés, comme Juliette Gréco, Mathieu Chédid ou encore Sting, était que vous étiez en quête perpétuelle artistique, mais surtout que vous preniez des risques sur scène. Ça veut dire quoi, prendre des risques sur scène ? Ça peut vouloir dire plein de choses. Chaque artiste prendrait pas des risques de la même façon. Je me rappelle une fois d'une émission de radio où il y avait une chanteuse cantatrice qui disait que pour elle c'était un énorme risque, par exemple, de prendre un chant d'opéra et de le chanter légèrement plus vite, par exemple, ou d'accélérer à tel endroit, etc. Donc la prise de risque, elle est toute petite, mais elle est là, elle est existante. Moi, en ce qui me concerne, une prise de risque, elle est énorme dans le sens où, par exemple, j'ai jamais fait 2 fois la même... C'est-à-dire que chaque projet que j'ai sorti, en termes d'album et donc sur scène, était radicalement différent des précédents. Mais à chaque fois que vous montez sur scène, vous savez exactement ce que vous allez faire. Exactement, non. Ouais. Non. C'est-à-dire qu'il y a un programme qui est fixé, avec un ordre de morceaux, mais au milieu, ce que je dis, ou mes impros, ou les impros des musiciens qui sont autour de moi, elles varient à chaque fois. Donc contrairement par exemple à de la chanson, où on va vraiment reprendre exactement la chanson telle qu'elle est, etc. Dans le monde de la chanson, souvent c'est ce qu'ils font. Nous, les instrumentistes, on prend un peu plus de liberté. Et comme en plus on vient du jazz, enfin en tout cas notre source d'inspiration principale est le jazz, c'est une musique de liberté qui justement permet d'improviser et d'ouvrir vraiment les morceaux vers autre chose. Alors dès qu'il y a une petite fenêtre dans ma musique, dès qu'il y a une petite fenêtre dans les morceaux que j'ai composés, cette fenêtre on en profite, on sort, on va se libérer puis on revient. Du coup cette liberté c'est du risque. Oui, dans le sens se mettre dans une situation qui peut générer toute forme de possibilités artistiques qui ne sont pas prévues au départ. J'ai remarqué dans une autre interview que vous aviez qualifié Kaltoum, désolée pour la prononciation, C'est très bien. d'accord, de vraie féministe. Du coup, qu'est-ce que c'est une fausse féministe ? Ah, c'est bien dit. Moi, quand j'insiste sur le côté vrai féministe, c'est parce que souvent, il n'est pas évident de nommer des féministes dans le monde arabe, puisque c'est une notion qui n'a pas avancé de la même façon dans les pays occidentaux comme dans les pays arabes. Donc une femme féministe arabe, c'est pas ça court pas les rues. Et donc quand je parle d'Kaltoum et que je dis qu'elle est féministe, on dit ah bon ? Je dis oui, c'est une vraie féministe, comme les féministes qui existent ici en Occident. Voilà. C'est pas une féministe qui se ferait passer pour féministe dans le sens où juste elle a pris quelques libertés. Non, c'est une vraie féministe, quelqu'un qui a véritablement... Une féministe adaptée à son pays, à la culture. Non, même au-delà. Même au-delà, c'est quelqu'un non, parce que s'adapter, ça voudrait dire qu'elle serait consensuelle par rapport à la société dans laquelle elle est. Or non. Kaltoum avait une parole qui était très respectée par tout le monde, que ce soit les hommes, les femmes et les hommes de pouvoir notamment, etc. Et elle a imposé son regard sur la société dans laquelle elle vivait, son regard par rapport à la femme. Mais du coup, pensez-vous qu'à son époque, elle se considérait, elle, féministe ? Et est-ce qu'elle accepterait cette qualification encore aujourd'hui ? J'en sais rien, je la connais pas personnellement, donc je peux pas savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que l'héritage qu'elle a laissé, c'est un héritage d'une femme qui a fait ses choix tels qu'elle voulait. Et ça marque vraiment. Je pense que c'est parce qu'elle a agi de cette façon-là qu'elle a imposé le respect de la part de tout le monde, y compris des hommes. Justement, en question de respect, est-ce que vous pensez que le peuple arabe la perçoit de cette manière aujourd'hui ? Je vous pose cette question parce que par exemple Taraneh Ali Dousty,
je sais pas si vous la connaissez, mais c'est une actrice iranienne qui porte souvent le voile lors de ses apparences publiques, lors de ses grands congrès, et elle a aussi un tatouage sur l'avant-bras féministe qui est très critiqué par la plupart de ses fans iraniens. Voilà, donc qu'en pensez-vous aujourd'hui par rapport à ce qu'on pense d'Umkaltoum dans les pays qui ne sont pas occidentaux? Je connais pas cette femme. Et... Mais je sais pas, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de femmes justement qui veulent prôner le féminisme, comme vous l'avez dit, c'est encore plus difficile. Mais à cette époque-là, il y avait pas les problèmes qu'on a aujourd'hui dans les pays arabes. Il n'y avait pas ça. Le fondamentalisme, il est arrivé justement après. Je ne sais pas si vous avez vu ce fameux... Le fondamentalisme n'est pas relié à la question de l'inégalité des sexes. Non, mais il est quand même fortement impliqué, puisque le fondamentalisme a reculé considérablement la position des femmes dans la société, notamment par le voile. Donc si vous regardez par exemple cette fameuse vidéo qui est devenue très célèbre sur internet, mais de Abdel Nasser qui faisait un discours, et où lui et tous les gens qui l'accompagnaient, y compris le public qui était là par centaines de milliers même de personnes, s'esclaffaient et éclataient de rire en évoquant ces fous qui voulaient rhabiller leurs femmes. Voilà, donc ça c'est l'époque d'Abdel Nasser, donc c'est l'époque d'Umm Kulthum, c'est cette époque-là. Et elle était à l'avant-garde de cette opinion-là et de cette mentalité-là. Et quand par exemple elle décide elle-même avec qui elle veut se marier, qu'elle choisit un homme à un âge assez avancé pour une femme qui se marie, en général les femmes se mariaient très tôt, et qu'elle décide de se marier avec l'homme qu'elle voulait, à l'âge qu'elle voulait, et en plus c'était son dentiste je crois, décider de mettre des robes rouges flash sur scène, etc. Donc tout ça ce sont des décisions qui lui ressemblaient, qui n'étaient pas politiques, qui étaient des choses qui lui ressemblaient, qui étaient ce qu'elle voulait elle véritablement. Et c'est cet héritage-là qui pour moi en fait d'elle une femme qui osait être qui elle avait envie d'être, sans être soumise à la décision générale qui est souvent évidemment masculine dans les pays arabes. Donc c'est en ça qu'elle était féministe. Vous manifestez une sorte d'attachement en vous reposant sur beaucoup de femmes musiciennes, comme par exemple Hildegard von Bingen, aussi pour la prononciation, Maria Callas ou encore Nina Simone. Est-ce que des fois vous vous inspirez quand même de femmes qui ne sont pas musiciennes comme George Sand, n'importe qui? Ouais, bien sûr, mais après c'est toujours pareil. Moi, souvent, par exemple, ça, là, ce que vous venez de citer, c'est parce qu'on m'a posé des questions et qu'on était dans le domaine musical. Donc j'avais répondu plutôt dans le domaine musical, puisque j'étais plutôt dans le domaine musical. Mais quand je fais un hommage à Umm Kulthum, et que d'un autre côté, mon deuxième album qui sort en même temps est un hommage aux femmes de ma famille, qui ne sont pas toutes musiciennes, qui ne sont même pas du tout artistes, c'est parce que justement, d'un côté, j'avais envie de rendre hommage aux femmes qui prennent la parole, qui prennent des positions, et via l'art en l'occurrence, d'autant plus évidemment. Mais d'un autre côté, j'avais envie aussi de rendre hommage aux femmes qui changent ce monde dans lequel on vit, mais dans l'ombre, et qui n'ont rien à voir peut-être avec la musique ou avec l'art, et qui n'ont même rien à voir avec le côté public, qui n'ont pas de caméra devant leur visage, qui n'ont pas de micro, voilà, et qui transforment malgré tout nos mentalités, notre manière de voir les choses. Je pense par exemple à ma grand-mère qui a 95 ans, qui est complètement inconnue, puisque elle n'a pas du tout une personnalité publique, qui est peut-être dans ma famille la personne qui a les idées les plus avant-gardistes et les plus modernes, parmi nous tous, y compris les enfants. De même, vous avez un public très large, mais vous faites quand même des morceaux un peu à rallonge des fois, comme ceux desquels vous êtes inspiré, et la plupart, vous avez pas mal de jeunes qui sont habitués à mettre des musiques de 4 minutes sur leur portable. 3 minutes même. 3 minutes ou 2. Comment vous pensez que ça, ils le reçoivent? Enfin, je me dis que si moi ça me parle et que ça me remue, quand je joue, quand je réécoute ce sur quoi je suis en train de travailler, et que je sens que je sens que ça me parle vraiment, alors l'essentiel est là, je vais pas raccourcir, c'est bizarre. Et le truc des 2-3 minutes, moi c'est un truc que je trouve personnellement absurde. Parce que la musique, c'est comme donner la parole à quelqu'un. Et imaginez que par exemple,
vous disiez par exemple à un enfant, alors vas-y exprime-toi et dis-nous ce que tu as sur le cœur, et vous regardez le chronomètre et qu'à 1 minute 30 vous dites stop, maintenant tu peux te taire parce que tu avais 1 minute 30 pour t'exprimer. C'est bizarre, d'abord il y a une préparation, il y a des hésitations, donc je dois réfléchir à qu'est-ce que je dois dire, comment je vais le formuler, et puis préparer, c'est-à-dire avant de dire un truc, souvent on prépare avant, on insinue des choses, on attend de voir la réaction de la personne qui est en face de nous, on essaie de lui expliquer pour pas la choquer si c'est quelque chose d'important, pour pas la perturber, on prend des pincettes, on prend des dispositions, on dit pas bam le truc comme ça et puis hop on passe à autre chose. Ça c'est une forme d'humanité dans les rapports humains. Ça peut être guidé par artistiquement. Mais artistiquement, pour moi c'est pareil avec la musique. Pardon, je continue, mais c'est parce que quand par exemple je veux proposer une mélodie, un thème, et que ce thème il est ni de la pop, ni du jazz, ni de la musique arabe, ni de la musique classique, si je veux pas que les gens soient choqués, pas choqués, mais qu'ils ne comprennent pas, c'est-à-dire qu'ils entendent un truc, ouais, bon d'accord, ça ressemble à rien ce truc, hop, ils zappent. Si je veux pas, je dois préparer le terrain, je dois amener cette mélodie pour qu'elle existe dans un contexte. Si elle existe de nulle part, elle va pas être comprise. Donc je dois installer ce contexte. Et c'est exactement la même chose par exemple avec la nourriture. Quand vous voulez manger un plat dans un restaurant, vous prenez une entrée avant. Pourquoi ? Parce qu'elle va ouvrir un certain nombre de choses au niveau de vos papilles et votre goût va être dirigé dans une direction pour ensuite éventuellement être surpris, etc. Mais on est allé dans une direction précise et c'est parce que vous racontez une histoire. Voilà. Sinon, un film, il durerait même pas 15 minutes. Parce que le plot, enfin, comment on appelle ça, l'intrigue... Il y a des très bons courts-métrages. Oui, il y a des très très bons courts-métrages. Je vois l'énergie qu'il y a pendant les concerts et elle est très positive. Mais j'ai conscience que c'est pas parce que les gens ont l'air contents pendant le concert qu'ils aiment tout. Il se peut qu'il y ait des choses qu'ils aiment moins, etc. Mais honnêtement, je pense pas à ces choses-là quand je compose ou quand je travaille, quand je fais des concerts, j'y pense pas. D'abord parce que si je commence à penser à ça, je pense que je suis mal barré. Parce que ça s'arrête jamais, il y a toujours des gens qui sont pas contents. Donc à un moment donné, si tu veux satisfaire tout le monde, c'est juste pas possible. Mais aussi parce que mon objectif, moi, c'est de libérer quelque chose qui est là, qui est dans mon cœur, moi, la musique, c'est toute ma vie. Quand j'avais 6 ans, 5 ans, 8 ans, 9 ans, je composais déjà des trucs et je me posais absolument pas la question est-ce que les gens vont aimer, est-ce que les gens vont pas aimer. Juste, je composais ce qui sortait de mon cœur et j'ai la chance d'avoir eu en effet des parents musiciens qui m'ont encouragé à continuer ce que je faisais quand j'avais 5, 7, 9 ans. Et c'est ce que je continue à faire aujourd'hui, mais avec peut-être plus de technique, plus de connaissances, plus de culture musicale, plus d'expérience sociale, de vie, etc. Mais en l'occurrence, je fais exactement la même chose que ce que je faisais quand j'avais 8 ou 9 ans et que j'inventais n'importe quoi dans ma chambre juste parce que ça me faisait du bien. Je dirais qu'il y a 2 choses qui occupent mon esprit de manière très considérable. La situation globalement de la notion de l'étranger, que ce soit en France ou aux États-Unis en ce moment avec les débats autour de l'élection américaine. Partout dans le monde ou dans le monde occidental ? Globalement dans le monde. Alors je trouve que dans le monde occidental, elle est prépondérante en ce moment, parce qu'il y a eu un mouvement de masse de l'Orient vers l'Occident et que les gens ont eu peur de l'étranger. Donc il y a une manière comme ça de stigmatiser et de ségréguer, ne serait-ce que même uniquement, alors pas émotionnellement, on a fait une ségrégation émotionnelle déjà pour commencer, c'est-à-dire qu'on a sensibilisé les gens en leur disant attention, il y a des gens qui vont venir vous voler. Déjà, on a fait peur aux gens de cette manière-là, et ensuite on a fait une vraie ségrégation physique des gens, c'est-à-dire qu'on les a parqués dans des endroits pour être sûr qu'ils ne nous embêtent pas. Donc ça c'est quelque chose qui me fait très peur, qui m'inquiète beaucoup, cette notion d'étranger. Et évidemment ça coule de source, le sujet qui va avec, c'est la situation des réfugiés, qui je pense, surtout aujourd'hui au XXIe siècle, ce que sont en train de vivre, je parle en termes de proportion, c'est-à-dire en termes d'équilibre, ce que les réfugiés d'aujourd'hui vivent par rapport à la société dans laquelle on vit, le décalage qu'il y a
Il est d'une absurdité affligeante. C'est-à-dire, ça n'a jamais existé dans le monde. Des gens qui vivent comme on vit aujourd'hui, avec la communication qui existe, avec les moyens qu'on a de communiquer, etc. Et la situation dans laquelle on a mis ces gens, parce qu'on les a mis dans cette situation-là. Ça, c'est quelque chose qui, non seulement me remue d'un point de vue social et au niveau de l'éthique, mais au-delà de ça, me donne une image du monde dans lequel on vit qui me dégoûte. Voilà. D'accord. Alors, ça met tout de suite l'ambiance, hein. Oui, mais on va remonter un peu avec vos capacités. Dès 15 ans, vous vous faites remarquer par des professionnels, notamment en interprétant le morceau considéré comme le plus difficile de la trompette classique. Vous avez reçu plein de prix internationaux. Du coup, entre la recherche musicale, la composition, le développement de la collaboration, l'improvisation, dans laquelle de ces voies identifiez-vous le plus votre talent, si je peux dire ça, ou singularité peut-être artistique? Je pense qu'à chaque époque, il y a des choses dans lesquelles j'étais un peu plus à la page. À l'époque où je passais les concours d'interprétation, ce sont des concours quand même qui ont un niveau très très élevé d'interprétation, donc de technique, de la performance, donc c'est comme du sport. Après, j'ai vraiment arrêté ça, parce que je sentais que c'était pas de la musique dont il s'agissait, mais encore une fois, il s'agissait de performance, de championnat, etc. Aujourd'hui, ce que je trouve, ce qui me semble être vraiment le domaine dans lequel je me sens le plus à l'aise dans mon travail, et là où j'ai l'impression d'être le plus pertinent, c'est dans tout ce qui concerne l'enseignement de l'improvisation. J'improvise comme beaucoup d'autres gens. Il y a énormément de gens qui improvisent bien mieux que moi, ou plus, ou peu importe. Mais je crois que transmettre cet amour que j'ai de l'improvisation à la génération d'après, c'est quelque chose qui me passionne plus que tout ce que je fais ailleurs. Vous avez dit aussi que composer pour le cinéma, c'était très intéressant, ça vous plaisait parce que ça vous bouscule dans vos habitudes de laisser reposer vos morceaux pendant plusieurs mois. Ce qui est rigolo, c'est que la plupart des articles demandent, réclament ou sont plus satisfaits quand ils ont une liberté de composer l'écriture. Vous, quand on vous parle de cinéma, vous mettez en avant la contrainte. Qu'est-ce que ça vous apporte? Mais parce que la contrainte, justement, ouvre des portes. La contrainte, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça m'amène dans une direction différente de celle que j'aurais peut-être amenée moi si j'étais dépendant uniquement de mes choix. Ça vous fait évoluer? Oui, bien sûr, ça m'apprend des choses. J'ai appris beaucoup de choses en faisant des musiques de films pour d'autres qui avaient des exigences qui n'étaient pas les mêmes que les miennes. C'est pas toujours très agréable, attention. Il y a des moments où il y a comme une rupture entre moi et les personnes avec qui je discute, parce qu'à un moment donné, on n'est pas d'accord. C'est normal, c'est un jeu qui est juste et qui est sain. La recherche artistique, quand on est plus que tout seul. Et puis ça aussi, ça vous fait progresser. Et ça me fait progresser. En tout cas, ça m'apprend des choses. Oui. Alors, quelque chose d'un peu plus rigolo. Vous dites que vous avez vraiment appris la trompette après vos 13-14 ans quand vous étiez donc au conservatoire, à l'orchestre, où vous vous êtes tombé amoureux. Alors au final, qu'est-ce qui vous a le plus motivé entre votre père ou l'amoureuse? Je pense que ça allait ensemble. Les concerts avec mon père, le fait d'avoir une vie sociale qui se développe au milieu d'un environnement musical. Moi, j'encourage beaucoup les jeunes à faire de la musique d'ensemble, à faire des activités d'orchestre, musique d'ensemble, etc., collectif, avec des instruments, avec la musique. Parce que ça noue des liens, ça crée des liens. Et ce sont ces liens-là qui nous donnent envie de continuer, en fait. C'est pas uniquement la musique juste pour la musique elle raconte des histoires. Et quand je dis que je tombe amoureux en faisant de l'orchestre, c'est ma première histoire, c'est la première histoire que je raconte. Oui, je pensais que vous alliez répondre à l'amoureuse, car selon la signification de votre prénom, qui est décrit sur un site très fiable et très profondément informé, la carte de tarot qui vous correspond est l'amoureux. Voilà, si vous voulez garder les feuilles, il y a l'explication de votre signe astrologique, au titre, tout. C'est très rigolo. Alors, très rapidement... Ce que j'aime beaucoup dans la description déjà, prénom arabe d'origine hébraïque. Voilà, c'est chouette, je trouve, comme mélange déjà. Père de la multitude.
fin, je fais une sorte de portrait chinois mixé avec le questionnaire de Proust. Vous allez me répondre si vous étiez une ville. Paris. Paris. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est la plus belle ville du monde. Tout simplement. Une couleur? Ou le rouge ou le noir, je sais pas encore. Une vertu. Une vertu? Oui. Il faut les citer, les vertus. Alors que c'est quoi les vertus? Il y en a plein. Non, une vertu dans le monde. Comme ça, globalement. Ah, si j'avais envie, est-ce que ça veut dire que c'est moi? Parce que c'est prétentieux de dire que je suis comme ça. Non, une vertu que vous avez envie, oui. Que j'ai envie? Oui. Si vous étiez, parce que vous n'êtes pas une ville de toute manière, donc c'est dans l'imagination. Elle a dû répondre. La compréhension. D'accord. Ça par contre, ce n'est plus du pensionnaire, votre principal défaut. Celui qui se dit plus facilement dans les médias. Non, mais j'en ai un vraiment qui se dit pas facilement, mais je vais dire quand même, c'est que je suis chiant. Chiant, c'est large. Ouais, Chiant tout le temps ou non, mais j'aime pas, j'aime les choses quand elles sont faites bien, j'aime les détails, j'aime... Minutieux. Ouais, mais un peu trop. C'est-à-dire qu'à un moment donné, faut lâcher un peu du lest, sinon c'est pas cool pour les gens avec qui tu vis ou ton entourage. Moi, j'ai tendance à être dans la vie parfois comme je suis dans mon métier. Or, dans le métier, c'est bien, parce que ça t'oblige à être perfectionniste, comme ça tu fais pas n'importe quoi, etc. Tu sais où tu vas. Mais dans la vie, parfois, il faut savoir être souple. Et j'ai tendance un tout petit peu à oublier ça des fois. Mais j'en ai conscience, du coup je m'excuse auprès des personnes, souvent des gens de ma famille ou quoi, je leur dis bon, excuse-moi, je sais que là je devrais pas faire ça et je suis en train de le faire, donc je vais m'arrêter tout de suite. C'est votre anniversaire dans moins d'un mois. Savez-vous ce que vous allez faire et c'est quoi le meilleur souvenir d'un de vos anniversaires? Ben, le jour de mon anniversaire, je suis en concert, donc je sais pas ce que je vais pouvoir faire. Toute la journée? Une bonne partie, oui. Et on sera, je crois, on est aux Pays-Bas, on est en concert aux Pays-Bas. Souvenir d'anniversaire, j'en ai plein. Un qui vous a marqué? Ouais, pour mes 26 ans, j'ai fait une très grande fête chez ma mère. Et elle a préparé un taboulé géant pour 80 personnes. Et elle a du courage. Elle a du courage. Et j'ai invité plein de gens qui en même temps sont des gens, pour certains que j'aime, qui font partie de mon entourage proche, d'autres qui faisaient partie juste de mon entourage, mais pas forcément proche, mais avec qui j'avais envie de nouer des liens. Et voilà, j'avais organisé ce grand anniversaire qui m'a fait beaucoup de bien. Quand vous étiez enfant, vous vouliez être architecte ou ingénieur pour reconstruire des rues. Et aujourd'hui, vous dites que vos musiques assez hétérogènes rassemblent les gens. Est-ce que quelque part, des fois, vous vous sentez fier, vous vous dites tiens, je participe enfin à une sorte de reconstruction? Jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'en avais pas forcément conscience. Je dis pas que j'en ai forcément beaucoup plus conscience maintenant, mais je le vois. C'est-à-dire que quand je regarde mon public, les gens qui viennent voir mes concerts, il y a de tout. Ouais. Il y a vraiment un public extrêmement hétérogène, très différent en âge, en origine, parce que les origines se voient, quoi qu'on en dise, la plupart du temps, en culture, même après quand je parle avec le public, après le concert, même en style musicaux affectionnés. Enfin voilà, il y a un public extrêmement divers. Je me dis, ça ressemble un peu à mon idéal de société. Ça ressemble un peu au monde dans lequel j'ai envie de vivre. Et d'une certaine manière, ça peut se rapprocher de l'architecture, qui est certainement une manière de construire le contenant dans lequel la société vit.